Deux amis se rendent à tour de rôle l'un chez l'autre pour découvrir les objets culturels posés sur l'étagère. La narration va être non seulement complètement éclatée au niveau temporel, mais aussi au niveau thématique. On va vers la mort peut-être, voilà, mais dans une forme de libération, où on croit être une libération. On me pose des questions à la con, je sais plus quoi, oui c'est sens de la vie, les hommes, les femmes, votre parfum, un truc, machin, puis il y a une fille, tout ça, on s'en fout. Mais c'est pour ça que la vision d'un film c'est plus sympa. Oui, c'est mieux que ce soit dans les œuvres que dans la réalité. Exactement. Alors évidemment on se dit, attends, t'as George Lucas et Coppola en producteur, c'est bon, tout va bien se passer. Ben non. Tu vois, nous on est comme les jolies filles, tout le monde nous regarde. J'ai même vu un film dans lequel il joue le rôle d'une statue. Presque je me disais, mais c'est pas possible, on n'a pas le droit de faire ça, quoi. Genre, ils se foutent de notre gueule. Ben là, c'est un DVD de Wildside Video. C'est une édition assez récente. Enfin, donc il y a une espèce de comment on dit, de coffret mais cartonné. Ouais, il y a un surboîtier, voilà, en un surboîtier carton, exactement, voilà, qui alors ne reprend pas l'affiche originale du film de l'époque, mais qui nous montre le profil droit de l'acteur qui incarne Mishima. Dans le film, Mishima étant, pour ceux qui ne le sauraient pas, Yukio Mishima, un écrivain japonais de la seconde moitié du XXe siècle. C'est un assez beau visuel avec une photo en noir et blanc, mais avec dessus un rajout de rouge sur le bandeau Tout à fait. De Mishima, enfin du personnage de Mishima, qui correspond aussi au lettrage du titre. Voilà. Très, très sobre comme ça, noir et blanc, avec juste ce rajout de rouge, qui évidemment rappelle un peu le drapeau japonais, et qui en même temps commence à indiquer un petit peu ce que va être le film, avec à la fois un côté radical comme peut l'être cette espèce de noir et blanc très, très contrasté, et en même temps une couleur très forte, très très agressif comme ça, qui saute au visage, qui est sur le nom du film, Mishima, et puis aussi sur le bandeau que l'acteur porte sur le front, un bandeau blanc sur lequel sont reproduites des lettres japonaises, là aussi en rouge. Donc une espèce de double contraste, j'ai envie de dire, à la fois avec la grande sobriété du noir et blanc de l'affiche dans son ensemble, et puis ce rouge évidemment qui attire l'œil automatiquement. Et avec un sous-titre, enfin je sais pas si c'est un sous-titre ou si c'est le titre complet en français. Ouais, qui était aussi en anglais. Donc c'est le titre original. Voilà, tout à fait. Et c'est très important, tu as raison de le mentionner, une vie en 4 chapitres. Mishima, une vie en 4 chapitres, donc. Exactement. Et ben, film de Paul Schrader, et déjà on peut voir deux éléments déjà qui, je pense, sont importants. On va commencer carrément par le haut. Oui, au-dessus du titre, donc sur la version DVD, et j'imagine peut-être sur l'affiche, on ne sait pas. Tout à fait, si, à l'époque ça y était aussi, ouais. Deux noms quand même qui vont résonner, parce que Paul Schrader est peut-être pas le plus connu des réalisateurs américains, par contre là il y a deux noms au-dessus de Mishima qui sont... George Lucas et Francis Ford Coppola. Parce que là, donc, ce film sort en 85, on est au mi-temps des années 80, et voilà, on en parlera peut-être un petit peu plus en détail après, mais effectivement, déjà de voir ces deux noms-là en producteur d'un tel film, je pense que ça dit déjà beaucoup de choses. Et il y a un autre élément qu'on peut voir sur la jaquette, du DVD, c'est effectivement ce film avait été sélectionné à l'époque au Festival de Cannes. En sélection officielle, ouais. Ouais. Et il a eu un prix. Alors, même en voix. Ouais.
de la contribution artistique, ce qui est carrément clair avec ce qu'on va expliquer après. Parce ouais, que... c'est un prix qui n'existe plus. Oui, de toute façon, bon, c'est des, entre guillemets, ce qu'on appelle un peu des petits prix, quoi. Enfin, c'est un peu des... C'est pas la Palme d'Or. Non, voilà, c'est pas la Palme d'Or, ni le prix de la mise en scène, ou des choses comme ça. Alors, si oui, on va peut-être enchaîner sur comment tu t'es procuré cet objet. On commence par comment tu t'es procuré cet objet. Et, d'accord. On prolongera après. Et après, on va peut-être remonter dans le temps, parce que c'est là où c'est intéressant. Alors, cet objet-là, déjà, je l'ai énormément attendu, parce que je crois qu'entre la fois où j'ai vu la première fois le film et la fois où je me suis procuré enfin le DVD, je n'avais vu le film qu'une fois, à la télé. Et pendant des années, ce film, on peut le dire, a été quand même un gros échec commercial et surtout commercial, mais même au niveau des critiques, je pense qu'il y a quand même pas beaucoup de gens qui ont perçu, à mon avis, l'importance de ce film. Et donc, pendant des années, je ne l'ai pas vu, même quasiment des décennies, et je ne je suis pas sûr qu'il y ait eu de sortie DVD avant celle-là. C'est ça la question que j'allais poser, c'est est-ce que tu l'as pas vu parce que tu n'y as pas eu accès, ou est-ce que juste il n'existait a priori pas en édition DVD? Je veux pas dire de bêtises, mais je pense sincèrement qu'il n'y avait pas de version DVD avant cette superbe réédition de Wild Side. Donc non, ça a été quand même une espèce de film qui avait un peu complètement disparu des radars pendant très très longtemps, quoi. Est-ce que tu l'as acheté en magasin? Est-ce que tu l'as commandé en ligne? Est-ce que tu l'as... Oh non, celui-là, je crois que je l'ai quasiment commandé en ligne, parce que quand j'ai vu même que ça ressortait, c'était le genre de truc que j'ai commandé alors qu'il n'était pas encore sorti, c'était une précommande même. D'accord. C'est-à-dire ça, je voulais pas le rater. Donc en neuf. Ah oui, totalement en neuf, et puis surtout qu'en plus, ce qu'il y a en plus, et ça va rejoindre notre deuxième objet de l'étagère, c'est qu'en plus, on voit ici au dos, inclus le CD de la bande originale du film signé Philip Glass. Voilà. Un petit bonus qui t'a intéressé. Ah voilà, un bonus qui m'a intéressé, car, bon voilà, ça part dans tous les sens, mais enfin c'est ça qui est rigolo. C'est que, évidemment, ce CD, je l'avais déjà. D'accord. Sauf que je l'avais tellement écouté, il a tellement accompagné ma vie dans mes multiples déménagements et multiples épisodes de ma jeunesse, que l'état du CD était littéralement pitoyable, tant et si bien que je ne pouvais plus l'écouter. D'accord, donc c'était très opportun pour toi. Donc ça devenait carrément vital de me procurer à nouveau un exemplaire de cette bande originale, qui, vous allez très vite le comprendre, a été très très importante aussi pour moi. Quand découvres-tu ce film de Paul Schrader, Mishima? Alors, là encore, c'est assez compliqué, car on remonte effectivement dans les années 80, et j'avoue que je ne sais plus exactement dans quel sens tout ça s'est produit. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a trois choses qui se télescopent en même temps. C'est effectivement, je ne sais plus si tout cela a commencé avec la musique de Philip Glass, dont le morceau d'ouverture de la bande originale du film, Mishima Opening, servait donc de générique à l'émission Demain, qui était présentée par Michel Denisot. Ouais, Denisot, ouais. C'était une espèce de talk-show classique. Mais alors, ce morceau de Philip Glass avec ses clochettes, je pense qu'on le mettra en bande-son, parce qu'il traduit bien à la fois l'ambiance du film et la musique de Philip Glass et ce qu'il a essayé de faire comme bande-son. Donc je sais que autour des années 87-88, il y avait après 88-89, il y avait cette émission avec cette musique-là, et je crois que c'est aussi le moment où le film Mishima est passé sur Canal+. Et que donc l'intérêt aussi de Canal+ à l'époque, c'était que quand il passait un film, il y avait une multidiffusion. Mais tout ça, en fait, a commencé à se mélanger. Si je te coupe, il faut quand même, pour les plus jeunes auditeurs,
faut quand même préciser qu'on a une époque où il n'y a pas de plateforme, où les films ne sont pas en dépôt comme on peut les avoir maintenant. Exactement. Qu'on paye ou pas selon les chaînes, où on a accès aux films quand on veut. Donc ces multidiffusions étaient effectivement un avantage de Canal+, à un moment où il y avait, si je ne me trompe pas, très peu de chaînes en France, et où c'était la seule à proposer ça, c'est-à-dire la possibilité de revoir pendant les quelques semaines. Voilà, dans les quelques semaines où un film a été programmé. Voilà, dans mon souvenir, par contre, je ne sais plus, mais c'est sûr que tout a convergé ensemble, je pense. Et j'avais aussi mon mur de chambre qui était recouvert d'affichettes, pas de grandes affiches, j'avais vraiment des petites affichettes, et il y avait l'affichette du film. Donc le visuel déjà te plaisait avant même que tu connaisses le film. Et je pense que... Enfin voilà, il y avait ça, l'affichette, ce générique d'émission qui avait dû m'interpeller, et ce moment où j'ai dû me retrouver un moment devant le film, et où là je pense que tout a convergé, et subitement, bon là j'ai eu une expérience esthétique juste incroyable. Voilà. Puisqu'on en est là, à ce moment où tu dis que tu as eu une expérience esthétique, est-ce que tu connaissais déjà le travail de Philip Glass? Est-ce que tu connaissais déjà le travail de Paul Schrader? Alors, Philip Glass, certainement pas, parce que je pense que c'est vraiment à partir de là que j'ai mis le doigt dessus, mais c'est quasiment sûr que j'ai découvert Philip Glass comme ça. C'est soit le film qui m'a amené complètement la bande originale, et après j'ai peut-être fait le lien avec le générique de l'émission Demain, ou inversement, je devais regarder l'émission Demain de temps en temps à la télé quand j'étais peut-être... mes parents étaient pas là pour manger à midi, je mangeais quand je voulais, et que je regardais ça en mangeant devant la télé, et que cet air m'avait complètement plu. Mais de toute façon, je pense que c'est clairement et nettement à la fin le film qui m'a fait découvrir la musique de Philip Glass. Et même, le doute que j'ai, c'est je ne sais pas si j'avais commencé à lire Mishima ou pas, parce que Mishima est à la base, comme c'est un biopic, comme on dirait maintenant, à l'époque on disait pas trop ça. Mais dans la foulée, je me suis mis aussi à lire Mishima. Donc il y a une espèce de bouillonnement artistique là qui se passait, et effectivement j'avais l'impression que les fils partaient dans toutes les directions. Et par contre Paul Schrader, oui, il était déjà identifié en tant que scénariste pour moi de Taxi Driver. Et je pense que j'avais dû quand même voir un soir là encore à la télé si je me trompe pas, son premier film en tant que réalisateur. Non, c'est surtout l'autre en fait. Je crois que j'avais vu Blue Collar. Blue Collar, oui, qui est son premier. Mais en fait, alors il faut vite une autre anecdote, mais c'est surtout l'autre, son deuxième film, si je ne me trompe pas non plus, Hardcore. Ouais. Avec George C. Scott. Oui, tout à fait. Qui alors là... qui pourrait faire l'objet d'une étagère aussi. Qui pourrait faire l'objet d'une étagère. On va la faire maintenant. Voilà, on va la faire, mais alors hyper rapide, mais je vais en rester sur le mode de l'anecdote. Ce film-là, je ne sais pas comment, était passé un soir à la télé, enfin bon, donc ça arrivait quand même, on pouvait voir des films. Je pense pas que c'était genre les dossiers de l'écran ou quoi que ce soit, mais je le voyais avec mon père, qui était là à côté. Lui, souvent, il travaillait devant la télé, il adorait ça, et moi, je me glissais un petit peu sur le canapé ou le siège à côté, l'air absent, et je regardais des films qui, bon, même si là, j'avais déjà 17 ans ou un peu moins, 15, 16, 17, tout ça, des fois, il y avait des choses qui, je pense, n'étaient pas peut-être foncièrement pour moi. Ou qui n'était pas forcément le genre de film qu'on regarde avec son père. Voilà, qui pouvait créer cette petite, disons, comment dire... Gêne. Gêne, merci. Comme je suis en train d'être gêné en ce moment. Parce qu'il faut le dire, rapidement, Hardcore raconte l'histoire de George C. Scott qui interprète un père de famille qui fait partie de la branche au niveau de sa croyance chrétienne des calvinistes, qui est un décalque de ce qu'a vécu Paul Schrader dans sa famille, puisqu'il faisait vraiment, c'est une branche assez dure et assez radicale de l'église protestante aux États-Unis. Donc c'est quelqu'un de très très pieux, il interprète quelqu'un de très très pieux dans ce film, et en fait le pitch est très simple, c'est que un jour sa fille plus ou moins disparaît, enfin donc de toute façon elle était partie du foyer, mais enfin ou même il la retrouve pas, je sais plus le terme exact. Enfin rapidement il se rend compte dans une scène qui est assez bouleversante
qu'elle a été... enfin, il la voit dans un film à caractère pornographique. Alors donc déjà, ça c'est effectivement affreux on a compris l'espèce de quel personnage c'est. Donc pour lui déjà, de commencer même à voir le début d'un film comme ça doit être une horreur. Et en plus d'identifier sa fille dedans, laisse tomber. Et effectivement, après, il part à Los Angeles et il essaye d'infiltrer le milieu du cinéma porno pour essayer de retrouver sa fille. Décidément, entre fille et film, je fais le lapsus. Je sais plus pourquoi. Oui, ça c'était pour dire que effectivement pour moi, Paul Schrader était déjà identifié. Alors ce qui était très drôle, c'est que la vision de ce film avec mon père, ça m'a carrément rendu malade. Je crois que je n'ai pas vu la fin du film à l'époque. A controversial subject. A brilliant actor. A powerful and touching film. A movie which will take you into a world never dealt with in a major motion picture. A father searches for his missing daughter, only to find she has been used in a sordid and shocking way. Nothing you have ever done, seen, or imagined can prepare you for the experience of hardcore. Turn it off! George C. Scott. Hardcore. Turn it off! Je peux témoigner parce que moi je l'ai vu adulte. Je suis pas très prude, mais c'est un film qui est très dérangeant en fait. Ouais. C'est pas tellement ce qui est montré. On s'approche toujours du hardcore, mais comme le titre l'indique. Mais c'est pas ça. C'est vraiment justement, on est dans la peau de ce personnage qui est hyper dérangé par ça et c'est une descente aux enfers. On peut dire comme ça. Donc il y a quelque chose de très dérangeant dans le film. Et de toute façon, c'est souvent les films. Il n'y a pas besoin d'en montrer beaucoup. Quand on voit l'impact sur le personnage, c'est beaucoup plus fort que de montrer des scènes explicites. Donc on peut comprendre un certain malaise effectivement de voir ça en famille. Oui, même s'il n'y avait que mon père, mais voilà. Donc ce qui fait que Paul Schrader était déjà pas mal identifié, mais après je dois dire que la vision de Mishima, là par contre, ça a été pour moi comme... parce que c'est un peu le thème du film, c'est comme une épiphanie, quoi. Enfin, j'ai eu subitement un moment de transcendance absolue que je n'avais... Enfin, grosso modo, peut-être la fois d'avant, c'est l'un de mes autres films fétiches, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, mais voilà, que je compterai pas dans l'étagère, parce que c'est quand même un film qui est très connu, et il y a des millions et des milliards de gens qui en ont parlé avant nous. Mais par contre, voilà, moi, la vision de Mishima à la télé, passée par Canal+, avec toute cette espèce d'environnement entre ma chambre, où il y a effectivement plein d'objets culturels qui déjà gravitent autour de moi, et puis comment les choses rentrent déjà en écho les unes dans les autres, le fait que la musique de Philip Glass soit déjà utilisée dans une émission de télé, grand public qui n'a rien à voir avec ce dont on va parler aujourd'hui, tout ça fait qu'à un moment, même comme tu le disais tout à l'heure, même quand on est devant une télé, et à l'époque on n'avait pas des super écrans et des super baffles dans les télés, il se passe quand même quelque chose de littéralement incroyable pour moi à la vision de ce film, et je pense que dans les semaines qui ont suivi, j'ai dû le revoir au moins 2 fois. Ça, je me souviens que c'était genre... même si je chopais qu'un bout, c'était pas grave. Je voulais le revoir et le revoir et le revoir, parce que là, subitement, que ce soit à la fois les images, le montage et la musique, tout m'a littéralement emporté, quoi. Ça m'a complètement soufflé sur place, et ça reste encore aujourd'hui une expérience esthétique incroyable. Et quand le DVD est ressorti, voilà, je pense sincèrement que je ne l'avais pas revu depuis, et ça a été de nouveau une vision incroyable. C'est vrai que ça fait partie des genres de films que j'aimerais bien aussi pouvoir voir une fois sur un grand écran, dans une salle. Ça veut dire qu'à ce jour, tu ne l'as jamais vu en salle, malgré l'importance qu'il a pour toi, tu n'as jamais eu l'occasion. Absolument. Ça montre la rareté du film aussi. Quelque part, ça dit à quel point ce film est mal aimé, ou en tout cas peu connu.
Alors, on va rentrer en détail dans le film, mais avant ça, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur Paul Schrader, avant de rentrer en détail dans ce film-là en particulier. Donc, on a dit rapidement les deux films que toi, tu as eu l'occasion de voir avant. Le fait qu'il est connu avant tout pour être le scénariste de Taxi Driver de Martin Scorsese, Palme d'Or à Cannes, dans les années 70, qu'il est, alors selon... la légende qu'il a écrit en grande partie justement dans sa voiture lui aussi, une période très très compliquée pour lui. C'est quelqu'un de très torturé, on peut le dire. Ah oui. C'est quelqu'un qui est encore en activité. Tout à fait. J'ai eu la chance de voir son dernier film et surtout son avant-dernier qui s'appelle The Card Counter, qui est un film très fort aussi, assez dérangeant. L'un de ses premiers gros coups aussi, c'est la vente de son scénario Yakuza, qui est devenu un film avec Robert Mitchum. Oui. Qui a été un gros coup à l'époque dans le Hollywood qui était vraiment en pleine transformation. Film réalisé par Sidney Pollack. Tout à fait. Sidney Pollack était à ses débuts et pas totalement la main sur la production. C'est pas tout à fait un film de Pollack. C'est un truc un peu... c'est hybride, oui. Voilà, c'est un objet hybride. Et alors que Schrader est vraiment... pas du tout connu, et c'est vraiment un coup d'éclat. Alors, il faudrait re-rentrer dans les détails, mais là aussi, ça fait partie de son début de carrière, mais il réussit à vendre ce scénario, et là encore, il faut dire que Paul Schrader est énormément influencé par des cinéastes qui, a priori, pour quelqu'un qui va finir par traîner à Hollywood, ne sont quand même pas communs. Il est influencé par Bresson. Ouais, réalisateur français très, voilà. Comment on peut dire, très sobre, très... Voilà, très sobre, absence totale de recherche d'effets à la limite, même dans les voix des acteurs, il cherche tout le temps des espèces d'acteurs qui ont une espèce de voix blanche, un peu comme ça, sans jeu presque, sans timbre même, avec une espèce de timbre justement pour le coup très neutre, qui serait presque identique à tout le monde. Ozu, aussi le cinéaste japonais. Là aussi, le cinéaste d'une certaine sobriété quand même. Voilà. Et le troisième que j'oublie à chaque fois, mais je peux peut-être aller voir dans mes bouquins, mais enfin qu'importe. C'est surtout pour dire qu'il a aussi, avant de vendre ses scénarios, il a été dans tout le monde des revues de cinéma, et lui, c'était déjà ça, c'était le titre de l'un de ses bouquins, c'est la transcendance. C'est la transcendance dans le cinéma de Ozu, de Bresson, et du troisième que j'ai oublié. Mais ce qui en fait un peu aussi sa marque de fabrique, et je pense qu'effectivement avec ce qu'il va mettre en place, comme tu as dit tout à l'heure avec Taxi Driver, c'est il va se l'appliquer à lui et il va trouver ses propres obsessions et trouver ses propres transcendances à lui, quoi, dans les sujets qu'il va finir par traiter. Et on peut dire que dans les sujets qui reviennent dans sa filmographie, sans raconter toute sa filmographie en détail, il est très perturbé par les questions de désir sexuel, et la sexualité revient beaucoup, et il a très souvent des personnages solitaires, essentiellement masculins, mais pas que, qui se retrouvent dans une espèce de solitude au milieu des autres. C'est un thème qui revient très très souvent. Taxi Driver, c'est exactement ça, mais c'est ce qu'on va retrouver dans ces personnages. Alors, le premier que tu évoquais tout à l'heure, Blue Collar, on a 3 personnages principaux, et c'est un film, pour le coup, assez social, même si on n'est pas du tout dans le film militant. On a ces 3 ouvriers d'une usine d'automobile, voilà, on va pas rentrer en détail. Après, Hardcore qu'on a évoqué, et puis son gros succès en tant que réalisateur qui arrive juste après, qui est American Gigolo, tout à fait. Qui révèle Richard Gere à l'époque à l'écran, et où le personnage principal est un gigolo, donc quelqu'un qui gagne sa vie en couchant et accompagnant des femmes. C'est un personnage qui, là aussi, est dans un milieu où il y a beaucoup de monde, mais qui traverse une espèce aussi de solitude solitude, de crise, et ça rejoint en fait, tout ça fait partie, il va reprendre ce thème, c'est sa figure, disons, c'est son motif principal, c'est les night workers, les travailleurs de la nuit. En fait, il y a déjà ça dans Taxi Driver, effectivement American Gigolo c'est pareil, il y aura ça avec William Dafoe en tant que dealer dans Light Sleeper, et il y aura ça aussi avec Woody Harrelson dans The Walker, qui se passe lui à Washington, et qui est une espèce de dandy comme ça, qui accompagne les vieilles dames des hommes politiques qui sont à Washington, mais qui sont tout le temps pris à droite et à gauche, et les dames sont tout le temps seules, et lui il est juste là pour les accompagner aux soirées. Voilà, il n'y a rien de... Pour le coup, dans ce cas-là, c'est pas American Gigolo, il n'y a rien de sexuel dedans. Mais voilà, ça fait partie de son travail sur les night workers, quoi. Et The Card Counter, qui est un joueur donc qui se passe dans le monde des casinos, essentiellement de nuit. Voilà, et des décennies après, il continue à travailler ce motif,
Et c'est effectivement très très intéressant de voir ça chez lui. Et comme tu le dis, c'est effectivement des trajectoires de personnages principalement masculins, mais qui évidemment, quand on les rencontre, foncent vers une crise morale très très grave qui les remet complètement en question. Et effectivement, comme dans les films de Bresson notamment, ils vont être confrontés à des choix, et il va y avoir une espèce, là encore, d'épiphanie à un moment, dans une espèce de dénuement, alors soit des fois par une violence absolue, comme dans Taxi Driver, avec le carnage de la fin, mais des fois sur des moments, par exemple, totalement reproduit à partir de Pickpocket de Bresson dans la fin de American Gigolo, où c'est juste deux personnages dans un parloir, où vraiment là il y a une absence d'effet, même s'il y a eu de la violence avant et tout. Les moments où l'épiphanie se matérialise sur l'écran peut être très varié, mais les trajectoires sont souvent identiques. Tu viens de spoiler 2 fins de film quand même. Oui, mais dans ce cadre-là, on sait que franchement ça ne... C'est pas l'essentiel. C'est pas des films à révélation. Non, voilà, il n'y a pas de twist, quoi. On sait très bien que dès les 5-10 premières minutes, le personnage principal, ça va pas être un long chemin de rose, quoi. Et donc Mishima arrive à quel moment dans sa carrière? Pas très longtemps après American Gigolo. Alors, assez rapidement, je crois que c'est son 5e film. Donc c'est un petit peu après, je crois qu'il y a La Féline entre. Oui, alors le remake le remake, si on peut appeler ça un remake. Ouais. Donc il y a un film de Jacques Tourneur qui est un classique du cinéma fantastique qui s'appelle La Féline, dont il va faire une version très controversée aussi, qui va être descendue en flèche à l'époque, qui n'est pas inintéressante de revoir, même si elle a des défauts. Ok, on arrête les références dans tous les sens et on se plonge dans Mishima, qui arrive donc au début des années 80, au milieu des années 80. Ah oui, c'est le film, c'est 85. Et donc qui raconte une partie ou toute la vie de l'écrivain japonais Mishima. Les mots servent à tromper. Pour métamorphoser la réalité, il faut que l'écrivain soit un imposteur. Mais l'action, elle, ne trompe jamais. L'harmonie de la plume et du sabre. Ce précepte du code des samouraïs dictait un mode de vie. Il est oublié maintenant. Art et action peuvent-ils encore être associés? Un tel accord ne peut se produire que dans un éclair unique, un bref instant privilégié. Alors c'est toute sa vie. Et alors, ce qui est, alors c'est vrai que ça va être assez compliqué mais enfin c'est tout l'intérêt peut-être de ce podcast de parler de ce film, parce que vraiment là on a quand même un gros morceau. Sinon on arrête là. Non, parce que je voudrais essayer de donner envie aux gens de voir ce film qui est difficile à trouver malheureusement. Au niveau biographie, il y a toute la vie de Mishima. Par contre, pas d'entrée de jeu, mais disons très vite, le film, et c'est pour ça que le sous-titre est important, Une vie en 4 chapitres, c'est que la narration va être non seulement complètement éclatée au niveau temporel, mais aussi au niveau thématique. C'est-à-dire que ce n'est pas un biopic classique dans le sens où on ne suit pas que la vie de Mishima, mais il va y avoir, au milieu du film, 3 de ses romans qui vont être aussi adaptés. C'est-à-dire qu'en plus d'être un biopic, c'est une adaptation de 3 de ses romans. D'accord, partielle, j'imagine. Évidemment partielle. De la même façon que quand on adapte la vie de quelqu'un, ça ne peut être que partiel. Et notamment dans ce cadre-là, sur l'aspect biographique de la vraie vie de Mishima, il y a 2 fils narratifs différents qui sont effectivement par moment. Alors donc c'est le plus simple à présenter. C'est dans un noir et blanc comme celui de la couverture du DVD, une espèce de noir et blanc très contrasté, très marqué, très très beau, qui forcément rappelle aussi un peu le cinéma de Ozu. Je veux pas te coller une colle, mais est-ce que tu connais le directeur de la photo? Oui. C'est qui Alors c'est John Bailey,
qui a fait quand même aussi, qui avait fait déjà la photo hyper impressionnante de American Gigolo, alors là qui était vraiment en mode 80s, mais qui a inventé quasiment les 80s, on va faire vite, hein, mais aussi qui a fait The Big Chill. Magnifique film. Magnifique film, voilà, c'est pour ça que j'ai sorti celui-là de la liste. Bon, c'est quelqu'un qui, voilà, il était au début de sa carrière aussi, il avait juste fait quelques films avant. Mais enfin voilà, c'est une photographie incroyable. Donc on aura beaucoup d'épisodes de la vie de Mishima, donc sa vraie vie en noir et blanc. Et surtout l'important, c'est que le film commence par la fin, puisqu'il faut quand même savoir, et là encore, il n'y aura pas de... on va rien divulgacher, Mishima meurt le 25 novembre 1970, et ça va tout de suite vous donner un peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas Mishima, le profil un peu du personnage. Ce jour-là, Mishima, et le film commence par ça, et là c'est en couleur, dans une espèce de couleur un peu plus... un film en couleur, mais un peu plus... dans les teintes un peu plus pastel. Chose comme ça, enfin une espèce de couleur serait presque normale, mais un peu passée. Ce jour-là, Mishima, c'est le dernier jour de sa vie, puisqu'il va mettre fin à ses jours, après avoir essayé de faire une tentative de coup d'État. Parce que le monsieur est quand même très perturbé dans sa tête. On va essayer de donner quelques éléments. Et il essaye de faire une espèce de coup d'État en mode militaire, parce qu'il était fasciné par tout ce qui était militaire et le code de l'Agakure, qui est une espèce de code d'honneur des samouraïs, qui date vraiment de plusieurs siècles et qui est très important dans la culture japonaise. Et effectivement, Mishima, lui, peut-être le prend trop à cœur, et surtout ce qui arrive à ce moment-là, alors qu'il a incarné une espèce de modernité du Japon, après effectivement la Seconde Guerre mondiale et les traumatismes des bombardements atomiques par l'armée américaine, effectivement la renaissance du Japon passe par une espèce de tentative un petit peu quand même d'essayer d'oublier le passé, d'oublier le poids de l'empereur qui aura été quand même prépondérant dans cette espèce de suicide collectif de son peuple dans cette guerre mondiale. Donc le Japon apparaît comme une espèce de pays qui ne peut renaître que par la modernité, que par aussi toutes les inventions techniques qu'ils vont mettre en place, et par une espèce de boulimie aussi d'envie du monde moderne, et d'embrasser aussi quelque part les codes européens et américains, ce qui montre aussi une fascination, notamment à cette époque-là, aussi pour les choses comme la Nouvelle Vague, par exemple. Les Japonais sont très friands de tout ça. Et dans un double mouvement totalement contradictoire, et c'est ça qui est passionnant, c'est que Mishima va incarner ça dans son mode de vie, dans son écriture de ses premiers romans, dans le fait aussi qu'il sera une espèce de figure de mode, presque aussi un peu une figure iconique, il va même jouer dans des films où déjà il se met en scène, où il est mis en scène en train de faire seppuku, le harakiri traditionnel. Donc tout se met en place, tout est une espèce de jeu de miroir qui va à l'infini. J'ai même vu un film dans lequel il joue le rôle d'une statue. Une Voilà. statue très élégante. Mais voilà, donc il incarne toute cette modernité-là, et au fur et à mesure où il incarne cette modernité-là, on sent lui une volonté de saper complètement ça, de faire exactement l'inverse, et de retourner vers le Japon traditionnel, et vers une forme quasiment de mouvement d'extrême droite. C'est-à-dire qu'au 25 novembre 1970, il a créé une milice, il a endoctriné plein de jeunes, il les met en mode militaire avec le costume, le bandeau et tout, et il faut effectivement, ce jour-là, ils vont pénétrer dans une espèce de base militaire qui appartient, où il y a les forces centrales militaires japonaises, ou ce qu'il en reste, parce que c'était comme l'Allemagne nazie, après le traité de Versailles, ils n'avaient plus trop le droit d'avoir une vraie armée, enfin voilà, donc c'était un lieu symbolique. Et ils vont kidnapper une espèce de général, et Mishima, ce jour-là, veut haranguer la foule, il croit qu'il va pouvoir parler au Japon entier, et qu'il va leur dire il faut arrêter la modernité, il faut arrêter ça, il faut retourner aux valeurs de l'Agakure, il faut tous que vous soyez des samouraïs, et que vous pensiez à la mort dès que vous vous levez le matin. Évidemment, tout ça va foirer lamentablement, c'est-à-dire que même les premiers soldats qui sont
plus ou moins pris en otage. Enfin, les soldats qui sont à l'intérieur de la caserne vont même finir par se rebeller effectivement contre ces gars-là parce qu'ils sont juste 2 pelés et 3 tendus qui débarquent et qu'ils n'ont aucun pouvoir et ils n'ont aucune puissance même armée, ils n'ont même pas d'armes à part des sabres et tout. Donc en fait même à la fin, les fameuses photos qu'on peut tous voir de Mishima sur la terrasse principale en train d'haranguer la foule, à la fin les gens se moquent de lui, lui rient en pleine face. Et il va finir par rentrer de nouveau dans le bureau et se faire seppuku, harakiri. Et normalement, parce que le vrai seppuku, c'est non seulement tu t'éventres, mais après tu dois demander à un pote avec son sabre de te décapiter dans la suite. Truc sympa. Et donc, pour revenir au film, c'est tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que non seulement en noir et blanc, on commence avec l'enfance de Mishima et différents moments importants de sa carrière, entre guillemets. Cette journée du 25 novembre 70 qui va être découpée elle aussi en plusieurs petits épisodes et qui va nous amener au climax de fin à son harakiri. Et en même temps, tout ça, à chaque fois, les séquences s'enchaînent les unes avec les autres. Tout est alterné, quoi. Voilà, tout est alterné. Il n'y a pas un bloc, puis un autre bloc, et un autre bloc. Et en même temps, donc, alterné, 3 adaptations de 3 de ses romans, qui sont, là, il faut reprendre, Le Pavillon d'Or, La Maison de Kyoko et Les Chevaux échappés. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, le programme est juste complètement délirant. Et donc j'ai parlé un peu de l'aspect esthétique des 2 séquences qui sont vraiment liées à sa biographie, à sa vie réelle. Mais alors l'aspect esthétique des adaptations des romans, là on atteint un niveau opératique. C'est-à-dire que là au niveau des couleurs, c'est juste totalement incroyable. On dirait des espèces de tableaux animés. Enfin là il y a un jeu sur toutes les couleurs. Oui, plus artificiel. Totalement artificiel. Et vraiment le côté opératique, c'est-à-dire que par exemple dans l'adaptation du Pavillon d'Or, on voit vraiment les murs sur lesquels sont peints une espèce de simili-paysage. On rejoint les estampes japonaises. Enfin, on joue vraiment sur effectivement une artificialité poussée à l'extrême, et avec un travail de couleur. Et alors là, c'est Eiko Ishioka, le production design, là, qui alors là fait un boulot au niveau de ce qui est décor, objet, plus la photo de John Bailey. Je vous le garantis, au niveau visuel, là, on est dans une espèce alors, à l'époque, peut-être c'est pour ça que ça a été mal perçu, mais il y a un côté presque clip, comme il y avait à l'époque, mais là, qui est d'une telle beauté, avec des sujets très graves, parce qu'effectivement, les thématiques de Mishima rejoignent celles de Schrader. C'est pour ça qu'il disait que c'était l'un de ses films préférés, parce qu'effectivement, je pense qu'il se sent énormément concerné par ce dont parle Mishima dans ses romans, qui montrent en permanence des personnages qui sont perturbés et qui essayent de chercher le sens de leur vie, mais qui malheureusement à chaque fois ça va finir dans la mort, dans le drame et dans la destruction en fait. Et là encore, parce que pour trouver l'épiphanie, pour trouver la transcendance, il semblerait qu'on n'ait que ce moyen-là pour y arriver. Quel moyen, tu veux dire la destruction, notamment. Suicide, voilà. Et toujours ce côté négatif. On peut évoquer aussi ce qui rejoint beaucoup d'autres films de Schrader, qu'il y a aussi chez Mishima sa sexualité qui était homosexuelle, n'est pas assumée toute sa vie, je crois. Exactement. Et qui est un thème qui est toujours en filigrane chez Schrader, enfin très souvent en filigrane chez Schrader. Et là, pour le coup, il s'appuie sur la biographie de Mishima. Voilà. Et là, notamment dans l'épisode Kyoko House,
où il y a une très belle séquence où un homme est allongé sur un lit, on voit le haut de son corps qui est dénudé, une femme est sur lui, est assise sur lui, elle aussi dénudée. En fait, on le devine parce que la caméra est subjective, comme si elle était à la place de la femme. Donc on voit une espèce de plongée comme ça sur le corps de l'homme qui est allongé sur le lit. Et en fait, on voit le bras de la femme qui passe un petit miroir dans sa main. Et donc ce qui fait qu'à chaque fois, dans le petit miroir, il y a un bout de son corps qui se réfléchit et elle le déplace le long du corps de l'homme. Donc ce qui est très beau, c'est qu'à un moment, on voit un corps d'homme nu et dans le petit miroir qui est posé sur l'un de ses seins, on voit un sein de femme. Et effectivement, il y a une espèce là d'hermaphrodisme, d'ambivalence, de mélange des corps, de trouble de l'identité. Et effectivement, c'est une espèce de non-dit, de tabou que Mishima n'a absolument pas du tout géré dans sa vie correctement, à part ça lui a servi effectivement à écrire des romans. Mais on est toujours effectivement dans des destins perturbés et brisés comme ça. Le Pavillon d'Or, c'est la même chose, où on a à la fois un personnage qui est bègue, et l'autre qui a un pied beau. Et ces deux personnages handicapés au niveau physique, celui qui a un pied beau, si je me souviens bien, est celui qui a réussi à surmonter son handicap et qui a une certaine assurance, et il essaye d'enseigner à celui qui est bègue de se dire, tu n'es pas une victime. Tu vois, nous on est comme les jolies filles, tout le monde nous regarde. Et c'est ça qui est très beau, voilà. La société normale ne fait que regarder les jolies filles et elle sexualise tous ces corps-là. Et nous, on ne fait que nous regarder parce qu'on nous trouve grosso modo moches. Mais en fait, on est les mêmes. Voilà. Sauf qu'évidemment, le personnage bègue, lui, ne va pas arriver à surmonter son handicap d'une façon, entre guillemets, aussi positive. Voilà. Oui, on peut préciser pour ceux qui n'ont jamais lu Mishima que c'est pas des feel-good book, quoi. Ah non, pas du tout. On n'est pas dans la comédie, on n'est pas dans la légèreté, quoi. Non, on n'est pas dans la légèreté, on est dans une écriture qui est très qui est très compliquée. Bon, évidemment, moi, je n'ai lu que des traductions françaises, donc il faut espérer qu'à chaque fois tout le monde ait bien fait son travail, mais ça c'est un vocabulaire très emprunté, il y a beaucoup d'images simili-poétique comme ça, où il est très en écho avec les éléments de la nature, mais puis dans le même temps il a une espèce de style un peu rêche, une espèce justement d'humour aussi un peu rentre dedans comme ça, qui est très très acide, voilà, un côté acide comme ça qu'on retrouve souvent. Et après, comme la dernière adaptation, les chevaux comment ça s'appelle déjà ? Les chevaux échappés, voilà. Et La mère de l'infertilité, qui est la trilogie. Le jour d'ailleurs du 25 novembre 70, le jour où il part pour faire son coup d'état, la dernière chose qu'il fait dans son bureau, c'est qu'il termine la dernière ligne de sa trilogie, La mère de l'infertilité, et il envoie le manuscrit, avant de partir, il envoie à la poste son manuscrit à son éditeur. Voilà, pour dire... fait les choses proprement, quand même. Fait les choses proprement, voilà. C'est pas... Il laisse personne, disons, écrire des œuvres posthumes à sa place. Et oui, tout ça pour dire que voilà, on a quand même un film qui est une espèce de truc complètement fou, qui part dans beaucoup de directions, qui a des climats esthétiques totalement différents à chaque fois. Et pourtant, moi, je trouve qu'il se dégage une forme d'unité dans cette œuvre-là, parce qu'il y a effectivement quelque chose qui tend vers, là encore, je me répète, mais effectivement, ce moment fatal de la mise à mort, mais qui va donc rentrer en écho à la fois à ce qu'il y a dans les romans, parce que dans ces romans, il y a des nombres incalculables de CPQ aussi, quoi, donc en fait, ça ne parle comme ça. Mais évidemment, ça débouche sur autre chose, c'est-à-dire, encore une fois, c'est cette épiphanie, c'est ce moment de grâce, ce moment où on est en connexion avec tout. Alors effectivement, la voix du samouraï, la voix proposée par Schrader, Mishima ou tout le monde, n'est effectivement peut-être pas facile à prendre. Mais surtout si c'est une voix suicidaire. Voilà. Mais c'est pour ça que la vision d'un film, c'est plus sympa. Oui, c'est mieux que ce soit dans les œuvres que dans la réalité, je veux dire. Exactement. Mais comment George Lucas et Francis Ford Coppola se retrouvent à produire ce projet-là? Alors, bon, ça tu le sais, ils étaient quand même au tout début de leur carrière. Bon, c'est Francis Ford Coppola qui a un peu éclairé le passage pour tout le monde, mais très vite, Lucas a un peu travaillé avec Coppola.
Coppola a beaucoup aidé Lucas sur ses premiers films. Et puis il y a, parce que c'est produit par encore Zoetrope. Tu vois, la boîte de production de Coppola. De Coppola, ça doit être l'un de ses derniers trucs parce qu'il a déjà l'échec de Coup de cœur derrière lui, donc au niveau financier, ça doit pas être le top du top. Donc c'est peut-être pour ça qu'à ce moment-là, Lucas se pointe avec la Lucasfilm parce qu'il y a 3 maisons de production et une maison de production allemande au milieu. Alors évidemment, on se dit, attends, t'as George Lucas et Coppola en producteur, c'est bon, tout va bien se passer. Ben non. Mais c'est en même temps, c'est là où on est au mi-temps des années 80, où je pense qu'il y a encore des rêves de grandeur et un côté champagne comme ça qui peut partir dans tous les sens. C'est un film qu'en plus, voilà, qui est, alors que c'est des capitaux américains, c'est tourné au Japon. Donc en plus, il y a des traducteurs de partout. Schrader, effectivement, il parle pas japonais et tout, par contre, il est fasciné par cette culture. Il y a le 3e producteur, c'est des producteurs allemands. Donc il y a une espèce de, si tu veux, là, pour moi, aussi de quintessence du mi-temps des années 80, où j'ai un peu l'impression que c'est une dernière répétition générale des folies un peu des grandeurs, où les choses les plus improbables au monde qui ont dû se signer sur la coin d'une table, justement peut-être à Cannes 82 ou 83 ou 84, ou au Festival de Venise ou ceci ou cela, finissent par arriver, quoi. Le tournage a été très très compliqué, justement parce que c'était un enjeu technique au niveau notamment des adaptations des romans de Mishima, parce que ça, il faudra juste un petit peu en parler à la fin, parce que comme ça a un côté opératique, même si c'est tourné en studio et que tout est contrôlé, il y a visuellement des espèces d'inventions, et notamment dans la mise en scène, mais dans la mise en scène quasiment de plateau, qui était vraiment très très compliqué, et en gros c'est filmer des peintures vivantes. Donc il y a un moment, même si tu contrôles tout en studio, à l'époque il n'y avait pas derrière, tu pouvais pas retoucher avec les effets spéciaux et tout, quoi. Donc voilà, après ce film il a tout contre lui, parce qu'effectivement c'est pas un biopic normal non plus. Oui, la narration est éclatée, donc c'est pas le plus facile d'accès pour... Alors ce qui aide quand même beaucoup, c'est effectivement la superbe musique de Philip Glass, on va en parler après, arrive à donner une espèce d'écrin absolument total à tout ce bouillonnement de choses. C'est effectivement Philip Glass, un compositeur américain de la seconde moitié du XXe siècle, qui maintenant, je pense, commence à être très très connu. Il a fait effectivement... alors, il est dans ce qu'on appelle, grosso modo, pour faire simple, le type de musique, on appelle ça soit la musique répétitive, soit la musique minimaliste, pour faire simple, même si effectivement, comme toujours, des concepts comme cela sont... Ça suffit pas à le définir. C'est une musique qui, effectivement, est beaucoup sur les boucles, c'est-à-dire ce sont toujours des motifs musicaux qui, même harmoniquement parlant, sont très très simples. C'est-à-dire que même des fois, c'est do fa sol, quoi. Mais seulement, c'est souvent joué en arpège, répété un petit peu comme ça à l'infini, mais effectivement au moment où on s'y attend le moins, il y a toujours une espèce de petite variation qui vient s'additionner au bout de quelques minutes et qui fait que ce n'est plus exactement le même motif qui se répète, et ainsi de suite, et on arrive des fois à une espèce d'empilement où même les musiciens avec lesquels il jouait à l'époque, j'ai la chance d'avoir même des lives de la musique de Philip Glass, enfin joué comme un orchestre, où effectivement on se dit qu'au niveau répétition, les mecs, techniquement parlant, c'est pas compliqué pour eux à jouer, mais de le jouer tous ensemble, dans cette espèce de concentration où les changements sont vraiment infimes sur la partition, ça doit être une espèce de quasiment de choses très très compliquées à gérer. Les autres grands compositeurs, on peut parler de Steve Reich, Terry Riley, merci, puis on avait Gavin Bryars, je crois. Enfin, voilà, il y a tout un mouvement comme ça qui est effectivement dans ce type de musique. La grosse particularité, j'ai envie de dire, de Philip Glass, c'est que moi je trouve que même à la fin, ça fait un peu... Il y a un côté romantique dans sa musique, mais romantique dans le sens 19e du siècle. Il y a là aussi, et c'est pour ça que ça colle très bien à Mishima, il y a une espèce de... Là encore, on cherche la trance, parce qu'il est très influencé par Ravi Shankar, donc il y a un côté musique indienne comme ça, mais pas dans la tonalité. Oui, pas dans la texture. Pas dans la texture, ni des instruments, ni des tonalités, même s'il fera un disque avec Ravi Shankar d'ailleurs, mais dans ce côté de la musique est là pour nous hypnotiser et nous mettre dans un état de transe, et ça rejoint la musique électronique. Mais
avec ses harmonies à lui et les types d'instruments qu'il utilise, il y a vraiment un côté, comme il disait, il était très influencé par exemple par Schubert. Donc il y a ce côté à la fois intimiste, à la fois romantique. Voilà, alors romantique dans le sens tragique du terme, c'est-à-dire que là encore, on va vers la mort peut-être, voilà, mais dans une forme de libération, ou qu'on croit être une libération, quoi. Ce qu'il y a de génial dans la bande-son de Mishima, c'est que là encore, comme toujours, il y a on dirait qu'il reprend tout le temps les mêmes notes, quoi. C'est ça qui, moi, m'avait frappé au début, je me disais, mais c'est pas possible, on n'a pas le droit de faire ça, quoi. Genre, il se fout de notre gueule, il fait tout le temps le même morceau et tout. Mais d'entrée de jeu, ça me fascinait parce que je me disais, mais il a raison, quoi. Enfin voilà, mais là, dans Kyoko House, c'est guitare, basse, batterie. D'accord. Et c'est super parce que du Philip Glass jouait un peu rock'n'roll swing et ça sonne super. Il y avait une pub dans les années 2000, je sais plus, 2010-2020, pour le bleu de Chanel, pub de parfum, avec Gaspard Ulliel. Oui, donc récente, relativement récente. Voilà, relativement récente. Et par exemple, tu as un plan dans cette pub, c'est un plan de Mishima. Mais vraiment... tu penses que c'est une citation, quoi. C'est tellement une citation parce que ça fait partie de ces choses dont je parlais tout à l'heure, le production design. C'est un plan, là aussi, il faut que j'essaie quand même de le décrire. Je vais partir de la pub parce que je pense que ça parlera peut-être un peu plus aux gens. C'est une espèce de plan, là encore, en plongée, où dans la pub, Gaspard Ulliel fait une espèce de conférence de presse. On lui pose des questions à la con, je sais plus quoi. Oui, c'est sens de la vie, les hommes, les femmes, votre parfum, un truc, machin, puis il y a une fille, tout ça, on s'en fout. Enfin, donc on comprend qu'il est dans une pièce avec lui, il est derrière une table avec un micro devant et il y a des journalistes en face de lui. Et à un moment, quand ça s'envenime un peu et il va pour se lever et on comprend qu'il va partir, il quitte la conférence de presse. Il y a effectivement ce plan qui fait un raccord. Jusque-là, on était vraiment dans des plans rapprochés, champ contre champ, puis il y avait la jolie femme, nanana. Là, subitement, on comprend qu'il lance le slogan, je sais plus quoi, il va quitter la conférence de presse avec perte et fracas. Là, la caméra donc fait son plan en plongée, et en fait, on se rend compte que les murs de la salle sont juste 4 panneaux en mode, tu sais, maison japonaise, tu sais, là, un peu, je sais plus quelle était la matière, qu'on dirait en papier, quoi. Voilà, exactement, des murs en papier. Et au lieu que ça glisse, tu sais, c'était des murs coulissants un peu, comme il y avait dans ces maisons japonaises, les murs, en même temps que son corps se lève de la table, les murs, eux, s'affaissent de chaque côté. Alors ça, c'est très difficile à faire comprendre sans le visuel. Mais ce plan-là, et avec toute la foule des journalistes et cette dynamique de la caméra et du plan, c'est exactement le même qu'il y a dans l'adaptation de la fin, mais je veux dire au cadrage près, au plan près. Et alors sur la fin de Mishima, tu veux dire, sur la fin de sa vie ou... Ah non, sur le film, ouais. Dans la dernière adaptation, tu as le même plan avec la dernière adaptation de roman, d'accord. Voilà, dans Les Chevaux échappés, où là, ce sont et c'est surtout cette chute de mur. C'est ça qu'il faut voir en fait. C'est même cet élément-là, il est tellement précis. Tu vois, les murs qui s'écroulent comme ça en glissant, comme tu glisses dans un toboggan, où il n'y a pas des murs qui coulissent latéralement, mais qui vraiment tombent vers le bas, comme s'il y avait quelqu'un qui le tirait par le bas, mais d'une manière très, très douce. C'est exactement le genre de... C'est le même plan, mais vraiment à un point que ça en est tout de suite troublant, et tu le sais que... Moi, je suis sûr que l'esthétique de ce film a été reprise, mais absolument partout. Je pense que c'est quelqu'un qu'on va finir par... Enfin, ça fait un moment qu'on le pense tous les deux, mais c'est quelqu'un qu'on va finir par découvrir, et par redécouvrir, parce qu'il n'a jamais été vraiment découvert en tant que réalisateur. Qu'en fait, non seulement, il fait, comme beaucoup de grands artistes, il y a une cohérence dans ses thématiques et dans sa manière d'aborder la narration et tout ça, mais en plus je pense qu'il y a certains films, grands films dans sa filmographie dont on n'a pas encore mesuré l'influence, comme tu viens de le dire, mais au-delà de l'influence, tout simplement l'importance, c'est-à-dire que c'est pas parce que ça n'a pas été des succès publics que ce sont pas des films qui marquent leur époque et qui sont, avec le recul, je pense, vieillissent
très très bien en fait pour avoir fait l'expérience sur certains films. Il y a des films qui sont datés dans sa filmographie, qui sont très datés notamment par les années 80, mais il y a aussi des films qui traversent le temps de façon incroyable. En fait, c'est un film, je pense, qui a influencé surtout d'autres artistes en fait, voilà. Et que vraiment là-dedans, c'est une espèce de fontaine à laquelle énormément de gens ont été s'abreuver, quoi. Parce que même dans la lumière, dans le côté des fois saturé des couleurs, dans le traitement chromatique, toutes les scènes du jour du coup d'état sont en mode caméra épaule, par exemple. Voilà, là aussi il y a une différence avec toutes les autres séquences. Les séquences biographiques sont en noir et blanc, et alors là ce ne sont que des plans fixes, il y a un peu à la Ozu, de très légers mouvements d'appareil, quelques panoramiques, quelques travelling très discrets, un noir et blanc charbonneux à mort, quoi. Donc tu as effectivement l'impression de voir, là pour le coup, presque même la nouvelle vague japonaise. Avec tout ce que j'ai décrit, c'est vrai que ça peut faire peur aux gens, dans le sens où ils se disent « Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va voir ? Ça a l'air de partir dans tous les sens, ça n'a pas l'air simple, tout ça. » Mais en fait, ce qui est dur, c'est qu'on ne peut pas séparer mentalement la morale du film de son aspect esthétique, mais son aspect esthétique est complètement chatoyant, quoi, presque. C'est-à-dire que c'est un régal pour les yeux. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment une expérience de cinéma, une expérience visuelle, voilà, ça pour moi, c'est un film emblématique. Il y en a très très peu. Voilà. Après, c'est sûr que, vu ce dont il traite et comment il le traite, et comme de toute façon, c'est son programme même, c'est d'aller vers la mort, vers la fin. Oui, ça a forcément un coût moral que parfois on ne peut pas arriver à repousser, à mettre un petit peu de côté. Et ce qui en fait effectivement un moment où non, c'est pas un feel good movie, donc voilà, il y a un moment il faut quand même tremper le doigt dedans, et au bout d'un moment on y laisse le bras. Mais on est quand même récompensé au niveau sonore et au niveau visuel. Est-ce que c'est un film qui peut parler aujourd'hui, en fait? C'est-à-dire que moi, oui, j'ai envie de dire que oui, mais alors ça va être difficile. Ça va être difficile que ça parle aux gens, je pense, et ça va être difficile d'en parler pour... c'est ce qu'on essaye de faire avec ce podcast, mais j'espère qu'on y arrive. Mais en tout cas... Je pense que ça peut parler. Je pense que ça peut parler aux gens, et notamment aux plus jeunes. Après, ce qu'il faut, le danger de ce film-là, ça pourrait être effectivement son côté justement romantique, là encore. C'est ce côté romantique, mais pas au sens. Voilà, comédie romantique. Comme on le sait, c'est peut-être un âge, et d'autant plus pour les jeunes générations aujourd'hui qui vivent quand même dans une espèce d'environnement qu'on leur a bien. Saboté. Bien saboté, exactement. On fout bien les jetons à tous les niveaux, à tous les étages de l'étagère, justement. Effectivement, ce film-là, ça pourrait, entre guillemets, presque être dangereux. Ça pourrait presque choquer des gens ou les parents de certains. Maintenant, je pense qu'effectivement, esthétiquement, les gens ne vont pas en revenir. Ouais, en fait, il y en a pour tout le monde. Peut-être on peut synthétiser cette idée qu'il n'a pas d'équivalent. Oui, voilà, et qu'il n'a pas vieilli. Il n'a pas les tics de cette décennie. Effectivement, pour le coup, comme je disais, autant telle séquence pourra te faire penser à un truc du passé, genre Z de Costa Gavras, autant après ça va te faire penser à Ozu, et autant ça va te faire penser à effectivement... qu'est-ce qui se serait passé si on avait continué à faire des films comme 2001, l'Odyssée de l'espace, mais si tout le monde ne faisait que des films comme ça, où on veut le langage visuel avant tout, pour une espèce de cinéma total, en fait, voilà. Ça fait partie pour moi de ces films qui sont le cinéma total, et qui arrivent même à vivre quand on les regarde à la télé ou en vidéo. J'ai même pas pu encore faire ma vraie expérience en salle. Donc oui, je pense qu'il n'a pas vieilli, ouais. L'étagère, un podcast de Yann Jouvert et Christophe Bauer. Réalisation Yann Jouvert. La musique du générique est signée Off, avec des extraits de la bande originale de Mishima, signée Philip Glass, et de la bande originale de Taxi Driver,
signé Bernard Herrmann. Avec des extraits du film Mishima de Paul Schrader et la bande-annonce américaine de Hardcore de Paul Schrader.